larguer les amarres pour un tour du monde que nous allons faire avec Baluchon. Voilà, c'est le nom du voilier que vous avez vu à l'entrée de cette salle qui vous a souhaité le bienvenu pour cette soirée, ce petit voilier que vous avez en photo sur l'écran, un voilier de 4 mètres dont nous allons beaucoup parler ce soir, qui a été construit de toutes pièces par un briochin, un marin autodidacte qui a fait le pari de la sobriété et de la simplicité. On va beaucoup parler de ça ce soir dans tous les propos, donc de cette rencontre avec ce navigateur qui va nous faire le récit de son fabuleux tour de monde en solitaire, une folle aventure de plus de 3 ans, pendant lesquels il a traversé l'Atlantique, le Pacifique, l'océan Indien, en passant par la Polynésie, l'Afrique du Sud ou encore le Brésil. Je vous demande tout simplement de l'accueillir et de l'applaudir. Yann Kenneth. Allez, encore plus fort, Yann Kenneth. Vous avez bien fait les choses, Yann. Vous êtes arrivé par l'aile centrale. Voilà, c'est un Astar. Pas trop ému? Bah, un petit peu impressionné là ce soir, mais ça va nous faire au mieux. Très bien. Allez, écoutez, on est ensemble pendant 1h30 pour présenter donc votre périple, pour échanger aussi avec la salle. Alors, on va commencer donc nos échanges. On va ensemble donc revivre un peu ou vivre ce périple autour du monde. Il y a toute une série de photos et des vidéos que vous avez préparées, Yann, mais on va essayer de faire un peu mieux connaissance avec vous, parce que je crois que vous n'êtes pas du tout issu du milieu de la mer. Hein. Donc, votre père était, je crois, peintre en bâtiment, votre mère était secrétaire administrative, rien à voir avec la voile, on est d'accord? Comment est venue cette passion pour la voile? Alors c'est des rêves d'adolescent, même un rêve d'enfant, donc je me suis toujours dit c'était extraordinaire ce truc-là, une boîte en bois, un mât, un bout de tissu, et on peut se faire pousser par le vent comme ça indéfiniment, donc c'était un truc que je trouvais magnifique et qui m'a toujours plu, donc c'est un rêve aussi d'évasion, un sentiment de liberté qui est totalement adéquat avec le bateau à voile. Et ça, c'est du tout jeune, hein. Vous étiez interne de lycée professionnel de Saint-Gilles-Croix-de-Vie du côté de la Vendée, et vous alliez régulièrement au port de plaisance apprécier les beaux bateaux. Ah oui, c'était le flash. C'est là que je me suis dit, mais c'est vraiment trop bien les bateaux, et puis aussi beaucoup de lecture à cette époque-là, donc c'était vraiment le rêve, et je me suis toujours dit, un jour je ferai la tour du monde avec mon bateau, ça c'est sûr et certain. Et vous avez rénové au tout début donc un vieux bateau, voilà. Ouais, voilà, c'est ça, d'acheter une vieille barcasse toute, en fonction de mon budget, donc était toute pourrie, quoi, faut dire. Et puis bon, retaper ça, puis se lancer, faire des petits verrons dans l'eau de plus en plus grands, donc voilà, c'est Saint-Brieuc, après aux îles Anglo-Normandes, dans la Manche, et puis le premier port, c'est ici, en pleine Saint-Brieuc. C'est pas mon port d'origine, mais c'est là où j'ai fait mes premières armes, faut dire. Voilà. Et le cercle s'est agrandi jusqu'à ce... Voilà, ça a mis pas mal de temps quand même. On est content en tous les cas de vous avoir à nos côtés. Voilà, vous avez fait un peu connaissance avec Yann, qui va donc eh bien, maintenant nous présenter donc, son diaporama. Bonsoir à tous, merci d'être venus et merci à la mairie de Saint-Brieuc d'avoir organisé cette petite soirée. Donc ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas un grand causeur, donc je vais vous demander un petit peu d'indulgence sur mes facultés d'orateur et en échange je vais faire au mieux pour vous présenter mon projet. Donc ben voilà, je m'appelle Yann Kenneth. Alors c'est pas le personnage principal du bateau, il est un peu fumiste le gars parce que c'est mon bateau qui a fait tout le travail. Donc moi je me suis juste mis à bord et c'est lui qui a tout fait. Donc c'est un bateau que j'ai construit moi-même dans mon atelier à Saint-Brieuc. Donc j'avais un petit budget au départ et je m'étais fixé comme objectif de faire un bateau de 4 mètres en 400 heures pour 4 000 €. C'était le montant de mes économies, donc c'était pas la peine d'attendre trop longtemps et il fallait partir assez rapidement. Donc pour la petite histoire, j'ai déjà fait un départ en 2015 sur un bateau qui ressemble un petit peu à Baluchon, mais qui
qui n'était pas lui, que je trouvais formidable et parfait pour faire le tour du monde. Et donc je suis parti un peu la fleur au fusil en juillet 2015 du judo Saint-Brieuc, ici à Molégué. Et donc j'ai passé le golfe de Gascogne et ça cogne un petit peu. Donc je me suis pris plusieurs tempêtes dans le golfe de Gascogne. J'ai longé la côte du Portugal avec du mauvais temps, vraiment beaucoup de mauvais temps. Et à un moment, quand ça s'est calmé un petit peu, je me suis dit, putain, je suis le meilleur architecte du bateau du monde et je suis un super bon navigateur. Alors quand on commence à se dire ça, normalement il devrait y avoir des lumières qui s'allument. Et donc dès que dans la nuit, je me suis retourné, le bateau s'est retourné, tout a été arraché, et j'avais laissé mon capot grand ouvert en plus, donc erreur. Et donc je me suis retrouvé à l'envers, coincé dans le bateau, dans une nuit de mauvais temps. Donc c'était un petit peu délicat comme situation, on va dire. Donc heureusement, un cargo est passé par là. J'étais sur la coque à l'envers en pleine nuit, aspergé par les vagues. Le bateau s'est mis à mon couple, le cargo. Une grande vague m'a hissé, je me suis approché au cargo et le bateau est redescendu de plusieurs mètres. Et voilà. Donc j'ai fait un petit tour de cargo, c'était très sympa, je suis sympa filmé. Voilà. Bon, c'était une nuit assez merdique, on va dire. Donc j'avais tout perdu, le bateau, tous mes équipements, tout. Et donc c'est un cargo qui me ramenait aux Açores, qui faisait la liaison avec les Açores. Donc j'ai pu visiter les Açores aussi, donc c'était bien aussi. Donc c'était une petite parenthèse technique qui a été assez enrichissante, si on veut. Donc en retour chez moi à Saint-Brieuc, je me suis dit, c'est évidemment pas question d'abandonner le projet, donc je me suis remis à reconstruire un bateau, le même mais en mieux. Et puis l'autre bateau, il s'appelait le Scroll, faisait 4,30 m. Je me suis dit, c'est peut-être un peu prétentieux, 4,30 m, il faut mieux réduire la taille. 4 mètres, ça sera beaucoup mieux. Donc Baluchon, je trouvais que Baluchon, ça allait super bien, c'était un nom un peu rigolo, et puis ça reflétait bien l'état d'esprit du bateau, simple et vite construit. Voilà. Donc là, cette fois-ci, j'ai fait un petit test avant dans le légué. Il faut voir s'il se remettait bien la tête si une fois à l'envers, il se remettait bien à l'endroit. J'aurais dû faire ça au premier, je me serais aperçu que ça m'aurait fait gagner du temps. Donc en avril 2019, donc j'ai mis un peu de temps parce qu'il a fallu retrouver des budgets, puis j'ai alterné avec pas mal d'autres projets de bateaux. Donc en avril 2019, j'ai pris le départ pour Lisbonne. J'ai décidé de repartir de Lisbonne parce que c'est l'endroit où j'ai coulé la première fois. Donc je me suis dit à chaque fois que je vais couler, je vais repartir du phone. Donc à un moment, il faut s'arrêter, ça va me coûter cher l'affaire. Donc c'est là que j'ai eu l'impression que j'ai pas trop le sens de la mesure, c'est que j'ai mis ça sur une toute petite remorque. Je pensais que mon bateau était tout petit, mais la remorque était un peu plus petite. Bon, inutile de dire que c'est pas très en règle avec le code de la route. Bon. Donc j'ai descendu je me suis retrouvé à Lisbonne, mais il m'a fallu au moins 3 jours pour arriver là-bas. Parce qu'avec ma camionnette qui commençait à être pas très bonne, enfin l'embrayage commençait à partir en vrille. Enfin, c'était un vieux véhicule qui tombait en panne à chaque fois, et donc j'ai mis un peu de temps pour y aller. Donc voilà. Donc là, Lisbonne, c'était le deuxième départ, si on veut. Donc là, voilà comment c'est un peu l'intérieur du bateau. Si vous êtes un peu claustrophobe, je vous conseille pas. Donc là, les bidons à côté, c'est là où je mets ma nourriture, puis je suis allongé au milieu, là, bien calé. Tout confort. Donc là, c'est, à vrai dire, ma première grande traversée avec Baluchon. J'ai fait quelques petits essais dans la baie, mais c'était pas... là, c'était vraiment le vrai départ, si vous voulez. Donc ça s'est très bien passé. Là, le bateau était bien au-delà des espérances. Le plus beau bateau du monde, évidemment, parce que c'était le mien. Donc j'étais très fier des vitesses du bateau. C'est j'ai juste arrivé aux îles au large, parce que évidemment, j'ai aucun moyen de communication avec la Terre, je ne sais pas ce qui se passe, et donc voilà, c'est l'aventure. Et j'arrive en vue des îles Canaries, et je reçois un message sur mon téléphone comme quoi, alors on m'avait prêté un petit tracker, c'est un petit appareil qui envoie un signal, et donc les gens à terre pouvaient suivre mon périple. Et j'ai oublié de changer les villes, donc évidemment j'ai appuyé sur le bouton, mais je pensais que ça marchait, et ça ne marchait pas du tout. Donc tout le monde à terre commençait à se dire, oh là là, il a encore coulé, quand même, comme si j'avais des antécédents.
Donc ça avait créé un petit mouvement de panique. Même le cross avait été prévenu, donc Carnegus était parti comme ça sans autorisation. Donc c'était un petit peu le seul moment un petit peu délicat de la traversée. Donc c'est là, je suis parti au mois d'avril, donc je suis arrivé vers le mois de mai, là-bas aux îles Canaries, et je suis retourné ici en Bretagne pour essayer de trouver un peu d'argent, de bosser un petit peu pour avoir le maximum d'argent pour continuer le voyage le plus longtemps possible. Donc j'ai fait une petite pause de mai à novembre, parce que novembre c'est la bonne saison pour traverser l'Atlantique. Donc j'ai laissé mon bateau, là j'étais vraiment triste parce que il était au loin et voilà, je me disais mais qu'est-ce qu'il va faire sans moi, il m'envoie pas de carte postale, enfin, c'était tout un bazar. Donc dès le mois de novembre, je me lance à travers l'Atlantique. Donc là ça n'a pas posé de problème, l'Atlantique c'est assez facile, c'est des vents, c'est des alizés, donc ça pousse, on met une barrique des Canaries, elle arrive forcément quelques mois plus tard aux Antilles, donc il n'y a aucune difficulté. Sauf que il y avait un peu de mauvais temps au départ et je me suis complètement endormi dans les. Enfin, je me réveillais avec un mal de crâne pas possible. Enfin, j'étais pas bien, j'étais resté malade. Et finalement, je me suis aperçu que il n'y avait pas d'aération assez suffisante dans le bateau, et donc j'étais en train de m'intoxiquer. Bon, ce qui avait un peu con, tu arrives de l'autre côté, endormi dans ton bateau, c'est un peu la loose quand même. Donc j'ai traversé tout l'Atlantique avec le capot semi-ouvert, avec des vagues qui rentraient dedans tous les 5 minutes. C'était un peu humide, c'était pas super confort. Donc au bout de 29 jours de mer, je suis arrivé en Guadeloupe. Enfin, j'avais visité la Martinique au départ, mais comme je ne suis pas super bon navigateur, je suis atterri en Guadeloupe. Okay. Donc là, ça s'est relativement bien passé. Il y avait beaucoup de vent, mais le bateau s'est super bien comporté. Donc j'ai mis en 29 jours, ça fait un peu plus de 100 000 par jour. Donc pour un petit bateau comme ça, c'est pas mal. Donc ça fait, c'est pas ridicule par rapport à sa taille. Donc voilà, je suis arrivé en Guadeloupe, c'était assez sympathique. C'est là je voyais les alizés, les cocotiers et tout, donc c'était un bon moment d'arriver. Donc là, jusque-là, je suis arrivé un peu incognito. Tout le monde, personne n'avait calculé l'affaire, donc c'était assez sympa pour moi parce que je pouvais me planquer, j'étais à l'abri des interrogations. Donc voilà, bon, ça ressemble pas trop à Saint-Brieuc, mais c'est pas mal non plus. Donc après être resté un petit peu quelques semaines en Guadeloupe, je me suis mis à vouloir traverser la mer des Caraïbes. Donc il y a une grande distance, mine de rien, pour rejoindre le canal de Panama. Donc là c'est pareil, on est dans les alizés, donc c'est du vent assez portant, assez costaud, mais qui est toujours dans la bonne direction. Donc même si il y a un problème, on arrivera forcément de l'autre côté. Alors le Panama, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un canal qui permet de passer de la mer des Caraïbes jusqu'à la côte Pacifique. Mais le problème, c'est que il est obligatoire pour passer le canal d'avoir 4 personnes à bord, plus un pilote, plus moi, ça fait 6 personnes à bord. Je ne sais pas si vous avez vu le bateau, mais ça fait un peu. On est un peu à l'étroit. Donc, et il faut un moteur. Évidemment, je n'ai pas de moteur, donc j'avais un peu tout faux pour passer. Mais j'ai trouvé un mec qui m'a remorqué, il y a 80 km à passer, donc on a mis le bateau vite fait avec un Fenwick sur la remorque. Ça s'est passé assez facilement finalement. Sauf que l'autre côté du canal, j'ai été déposé au pied des grandes écluses. Alors c'est des écargots immenses qui passent en permanence. Et donc au pied du canal, je me suis mis tranquillement à sortir à la godille parmi tous les cargos qui passaient dans tous les coins. Et là, la police m'est tombée dessus, ils n'ont pas trop aimé, c'est des mecs assez carrés, donc chaque situation est dans une case, et là ils n'arrivent pas à me mettre dans une case, donc ils ont un peu pété des câbles, hein, donc ça s'est assez mal passé. Donc ils m'ont arrêté, arraisonné, ils m'ont remorqué dans une zone militaire, et comme ils ne comprenaient pas, ils ne savaient pas quoi faire de moi, ils m'ont fait faire une fouille complète du bateau par des militaires. Donc ça se voit comme un nez au milieu de la figure, c'est un bateau fait pour les trafiquants de drogue.
Donc bon, les policiers panamériens, c'est pas d'une grande intelligence. Mais bon, par contre, c'est pas des specs sympas, ça va. Donc, il y avait un petit moment de flottement. Alors surtout que j'étais presque arrivé au Pacifique. Il y a 3000 de rivières à passer. Et là, ils m'ont remorqué là où j'étais mis à l'eau. Donc ils m'ont fait refaire marche arrière, avec obligation de trouver une remorque pour aller plus loin vers l'océan. Et puis pour me dire, bon, tu ne restes pas dans ton terrain de jeu, petit con. Alors, je ne sais pas comment ça dit en espagnol, mais voilà, c'était ça. Donc j'en ai profité en pleine nuit de remettre mon mât et au petit matin, je suis parti comme ça à l'aventure pour attaquer le Pacifique et sans faire mes papiers de sortie, sans rien du tout, je me suis un peu évadé du Panama. Donc, voilà. Donc je suis un peu recherché par Interpol depuis, mais ça va le faire. Alors là, c'était une grande traversée parce qu'il y a 4000 milles en kilomètres, je fais, je sais pas, 7-8 000 kilomètres, sans possibilité de s'arrêter. Donc c'était à l'époque ma plus grande traversée que j'avais prévue dans le Tour du Monde. Donc là, ça a été assez difficile, une navigation relativement facile, sauf une bande au niveau de l'équateur qui s'appelle le Poteau Noir, où c'est assez difficile à passer parce que les vents sont assez changeants et il y a des gros grains, des gros orages. Donc voilà. Mais cette fois-là, au niveau du Poteau Noir, ça s'est relativement bien passé. Donc ça c'est une traversée de rêve en plus parce que le temps fait qu'on oublie, on passe vraiment de la navigation auturière et puis jusqu'à présent j'avais jamais été si loin avec mon bateau, donc c'était vraiment l'aventure. Et puis le Pacifique, il y avait une dimension en plus supplémentaire par rapport à un bateau qui navigue dans l'Atlantique. Donc comme ça, au bout de 44 jours, j'arrive aux îles Marquises. Et c'est là qu'on me dit, juste quand j'arrive, on me dit, mec, tu ne descends pas à terre, il y a un virus, je ne sais pas si vous êtes au courant, il y a eu un virus qui a bloqué la planète à un moment. Donc j'avais plus rien à manger, donc c'était un peu embêtant. Mais bon, confiné aux Marquises, ça va, il y a pire comme situation. Donc les Marquises, des îles de rêve, parce que vraiment j'ai tellement rêvé de ces îles que par moments je me demandais si je rêvais ou pas, parce que c'est tellement paradisiaque. Et voilà, j'ai adoré cette escale. Donc ça va être obligé de refaire un autre tour du monde pour y aller, évidemment, donc pas de chance. Et c'est là que les Marquisiens, c'est tous des artistes, des tatoueurs, des danseurs, des sculpteurs. Et donc il y a un Marquisien qui m'a proposé de sculpter ma Buddy, qui est là. Enfin, la sculpture étant. J'étais assez content de mon séjour. Mais au bout de 2 mois d'escale, je commençais un petit peu à avoir des fourmis dans les jambes. Et puis là-bas aussi, c'est des îles paradisiaques, mais il y a des moucherons qui s'appellent des nonos. C'est comme des tout petits insectes qui vous dévorent littéralement sur place. Donc, au bout d'un certain temps, tu dis, bah, faut dégager de là parce que tu vas te faire bouffer et tout fou. Voilà, donc après, c'est rejoindre le but, c'était de rejoindre Tahiti, une autre destination mythique et qui me faisait rêver depuis longtemps. Donc voilà. Donc entre Tahiti entre les îles Marquises et Tahiti, il y a tout un tas d'archipels qui s'appellent les Tuamotu, qui sont des petits îlots très bas sur l'eau, mais ils sont assez difficiles techniquement à naviguer sur un tout petit bateau sans moteur. Donc je suis passé en moment sans m'arrêter sur ces îles. Donc Tahiti. À Tahiti, voilà, c'est pas l'image paradisiaque qu'on en a, c'est un port assez industrialisé. Enfin, l'île est assez industrialisée. Bon, c'était une escale très sympa. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il y a plein de gens qui ont commencé à s'intéresser à mon projet, enfin à mon voyage. Donc, parce que moi, quand je suis parti, je me suis dit, personne ne va s'intéresser à ça, puisque je suis à l'opposé de tout ce que le monde fait. Maintenant, tout le monde fait des bateaux de plus en plus grands, de plus en plus équipés. Donc moi, je fais l'inverse. Donc au pire, je serais ignoré, voire méprisé, mais je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il y ait un emballement comme ça. Alors tout le monde après, il y a eu des anecdotes, enfin la presse a parlé de moi, et ça fait un peu un effet, c'est le début, un effet de poule de neige. Et avec les réseaux sociaux, là, tout le monde me reconnaissait, dit ouais, c'est toi le mec avec le petit bateau, donc voilà, alors j'ai passé un peu de temps là-bas, là c'était très sympa de se balader dans. C'est un terrain de jeu qui est moins joli que la baie de Savoie, j'en conviens, mais c'est pas mal aussi. Hein. Donc, toutes les îles souvent. Donc, voilà. À chaque fois que je m'arrêtais, tout le monde
bon, c'était la Polynésie, vraiment, j'ai trouvé vraiment très convivial et c'était vraiment un très très bon souvenir. Voilà, donc voilà, c'est pas dégueu hein, comme paysage. Voilà, donc en septembre, alors le problème c'est que le virus avait un peu perturbé mon itinéraire. J'avais prévu de m'arrêter à plein d'îles, mais alors les Tonga, les Cook, les Fidji, tout ça c'était pas ouvert. Mais bon, j'avais envie d'aller encore vers l'ouest, donc j'ai dit bon, bah, allez, on va vers la Nouvelle-Calédonie. Donc ça a été un petit. Alors là, mauvais temps tout le temps, pas de navigation très agréable, mais bon, ça c'est fait. Le problème que j'ai eu, c'est là que j'ai commencé à avoir un problème technique, c'est que j'avais fait une voile, faire une voile au départ par un voilier, et j'avais pas osé dire que c'était pour un tour du monde, donc le gars à fond c'était pour faire un petit tour dans la baie, sur un bateau de 4 mètres, c'était un jouet d'enfant, donc il m'a fait une voile de jouet d'enfant. Donc j'ai pas osé dire que c'était pas, que ça n'allait pas, mais donc je suis parti, et évidemment elle s'est déchirée en deux au plein milieu, donc dans le mauvais temps, il a fallu la rafistoler avec du scotch, enfin c'était bon, c'était l'aventure. Alors normalement, il y a une vidéo là qui est censée vous donner mal de mer, mais ça ne marche pas il y a des petits soucis techniques. On va peut-être vous la passer. Voilà, c'est le début d'une tempête. Là, il y a au moins 42, donc ça commence à être un peu fort pour un petit bateau comme ça. Et dans l'après-midi, ça a encore remonté, donc je n'ai pas pu filmer parce que tu sors le téléphone, il s'envole. Pour les conditions à bord dans une traversée comme ça. Donc si vous aimez le confort, je vous conseille pas. On se mouille un peu dessus quand même. Voilà, c'est bon. Voilà, arrivé à Nouméa, territoire français, très très sympa. Donc, alors à l'origine, l'objectif de mon voyage, c'était de rejoindre l'Australie, de bosser un petit peu là-bas, d'acheter une vieille bagnole, de mettre le baluchon sur le toit de la bagnole et de traverser l'Australie par le désert. Je trouvais que ça, c'était délirant, comme de voir mon bateau avec des kangourous. Je trouvais que c'était une chouette idée. Mais avec le virus, impossible d'avoir un moindre visa pour l'Australie. C'était fermé de chez fermé. Enfin, bon, donc j'ai attendu, et c'était le début de la saison cyclonique. Donc j'ai attendu là-bas 6 mois pour attendre que l'Australie s'ouvre et puis ça m'a permis aussi de refaire un peu la caisse du bord parce que j'ai travaillé un petit peu là-bas, donc pas trop quand même, mais un petit peu. Donc c'était une escale très sympa et bon voilà. Donc, mai 2020, voyant que ça ne s'ouvrait toujours pas en Australie, que l'Indonésie était fermée et tout, donc j'avais quand même l'envie de continuer. Et donc, je me suis dit, la seule solution, c'est d'arriver à l'île de la Réunion, qui est 7000 milles plus loin. Donc, voilà, c'est une liste de 7000 milles, ça fait 2 fois et demi la traversée de l'Atlantique sans pouvoir s'arrêter, c'était un peu chaud. Je dis, bon, si ça se trouve, ça peut le faire, donc voilà. Donc j'ai chargé le baluchon de maximum de nourriture et d'eau que je pouvais emmener, et puis je me suis lancé. Voilà. Alors là c'est pareil à Nouvelle-Calédonie, plein de gens à chaque fois, le journal local, la radio locale, tout le monde vient. Pour la discrétion, ça commençait à être râpé. Donc voilà, le trajet, c'est traverser, c'est pas contourner toute l'Australie par l'autre côté, et puis arriver à la Réunion. Donc heureusement que j'ai pas vu cette carte-là avant de partir parce que ça m'aurait fait un peu peur. Mais dans ma tête, je voyais ça plus court que ça. Donc là, voilà. Donc c'était une histoire de sortir de sa zone de confort, on va dire. Donc voilà, j'ai donc 7000 milles et donc, alors 24 heures, 48 heures après le départ, panne de batterie, plus de batterie, plus d'électricité à bord. Et normalement, quelqu'un de normal aurait fait demi-tour parce qu'on voyait encore la Nouvelle-Calédonie. Et moi, je me suis dit, au bas de la mer, je continue. Et donc, j'étais obligé de bricoler un truc avec une vieille planche et un manche à balai pour diriger le bateau sans électricité. Avant, j'avais un petit pilote électrique. Et là, sans électricité, un pilote électrique, ça marche pas.
Donc j'ai bricolé un truc vite fait à l'arrache et à mon grand étonnement ça marchait impeccable. Donc bah, c'était pas la peine de faire demi-tour finalement. Donc, moi j'ai continué comme ça, sans problème. Voilà. Et au bout de 77 jours, l'île de la Réunion est apparue. Donc j'ai traversé tout l'océan Indien. L'océan Indien, c'est l'océan enfin, que j'ai trouvé le plus dur. Hein. Vraiment, il y a 30-35 nœuds de vent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et alors sur un petit bateau, ça commence à... C'est un peu la guerre, hein. C'est un peu... en plus, il y avait des vagues croisées, donc je me faisais ratatiner la gueule plusieurs fois par jour. Donc ça a été un peu dur. Mais une fois arrivé, on est content, puis on oublie. Finalement, sinon, plus personne ne referait du bateau. C'est ça l'esprit humain, on oublie les moments de galère. Et il ne prend que les moments bons. Donc voilà. Donc là, c'était quand même la plus grande traversée jusqu'à présent du bateau. Puis bon, finalement, c'était assez bien, j'ai bien aimé. Donc l'Australie, ça sera pour le prochain tour du monde. Voilà, donc oui, il y a un petit diapo qu'à sauter. Donc je suis passé quelques temps en Nouvelle-Calédonie, non, à La Réunion aussi, donc j'en ai profité pour bosser aussi, c'est assez sympathique finalement de voyager avec peu de budget, c'est qu'on est obligé de travailler, puis ça permet de faire des rencontres et des... Bon, c'est une autre façon de voyager qui est très sympathique. Donc le but après, c'était d'arriver en Afrique du Sud. Donc voilà. Donc une traversée assez ardue aussi, parce qu'au sud de Madagascar, il y a souvent du très mauvais temps. Et donc là, je me suis aussi bien fait brasser. Ça a été assez sportif, on va dire. Et arrivé à Richards Bay, enfin en Afrique du Sud, c'est pareil. Il n'y a plus de vent, et il y a un gros courant qui passe entre, ça s'appelle le courant du Mozambique, qui passe entre Madagascar et l'Afrique, qui déboule comme un tapis roulant qui déboule vers le sud, quoi. Et donc, 24 heures avant d'arriver, plus de vent, et donc je déboulais comme ça. Tout à l'heure, on parlait avec quelqu'un, il y avait plein de cargos au mouillage qui me doublaient, donc je me retrouvais comme ça, aller vers l'Antarctique, c'était sympa aussi. Mais j'ai pas prévu de vêtements froids, donc c'était un peu inquiétant. Donc voilà, en Afrique du Sud, alors c'est tout à fait possible techniquement pour un tout petit bateau de passer le cap de Bonne-Espérance, mais j'ai trouvé par hasard quelqu'un qui traversait par le milieu pour aller en vacances de l'autre côté, et donc a accepté de sortir, de me tracter à travers l'Afrique du Sud. Bon, c'est l'avantage aussi d'un petit bateau, hein, un petit bateau de poche, on le met dans son sac à dos, et on traverse des pays comme ça. Donc c'est ce que j'ai voulu faire en Australie, que j'ai pas pu faire en Australie, je l'ai fait ici. Et c'était vraiment aussi c'est un pays magnifique, l'Afrique du Sud. Quoi. Donc il y a plein de bêtes exotiques, des girafes, des hippopotames, des trucs qu'on ne voit pas dans les rues de Saint-Brieuc. Ça dépayse ça. Donc voilà, une fois de l'autre côté Atlantique, je me suis relancé, c'était dans l'Atlantique, retour à la maison, donc c'est dans le jardin, quoi, pour nous c'est juste à côté. Donc, je me suis lancé comme ça au matin et le but c'était de rejoindre Sainte-Hélène. Sainte-Hélène, je ne sais pas si vous connaissez, historiquement, il y a eu en tant que Français, c'est une fierté pour les Anglais, mais pour nous c'est un petit peu la loose. Et donc aussi, avec le Covid, c'était ouvert, mais il fallait faire un test Covid, et le test Covid c'était une fois par semaine, c'est le jeudi, et moi je suis arrivé un vendredi matin. Donc il a fallu attendre une semaine au mouillage, et c'est un mouillage infernal. C'est des grosses bouées de mouillage, et mon bateau faisait du jocari avec la bouée, donc c'était assez difficile. L'attente a été assez difficile. Mais c'est une île magnifique, vraiment, si un jour vous avez l'occasion d'y aller, c'est vraiment super. C'est un truc... les gens... et en plus c'est un des seuls endroits sur Terre où il n'y a pas de Covid, donc on avait oublié qu'il y avait des masques, des gestes barrières, des choses comme ça. Là-bas ils ne connaissaient pas, c'est vraiment été un bon moment. Et vraiment j'ai adoré cette escale. Donc c'est après que je me suis dit, je commence à m'approcher un peu trop de la maison, là ça va être un peu trop court mon voyage. Et c'est là que l'idée m'a pris de dire, tiens, si j'allais faire un tour au Brésil. Alors le Brésil était officiellement fermé à cause du Covid, mais quelqu'un m'avait dit dans un bar comme ça un soir, c'est peut-être ouvert la ville de Recife. Donc j'ai dit, c'est peut-être l'occasion d'y aller. Donc je risquais pas grand-chose, si c'était fermé, qu'il me foutait un coup de pied aux fesses, je repartais. Puis, voilà. Donc j'ai décidé de retraverser une deuxième fois l'Atlantique pour aller voir le Brésil. Donc là c'est pareil, et là, coup de bol, la ville de Recife venait juste d'ouvrir, donc voilà, c'était un des premiers bateaux qui pouvait rentrer au Brésil.
Donc un accueil assez sympathique. Vraiment, le Brésil, je conseille aussi si vous voulez visiter un chouette pays. Assez sympa, vraiment un très bon moment. Voilà, voilà. Donc après, normalement, si on lit les instructions nautiques, une fois qu'on est au Brésil, il faut longer tout le nord de l'Amérique du Sud, enfin toute la Guyane, le Suriname et tout pour arriver aux Antilles, et après bénéficier d'un courant qui nous ramène vers les Bermudes et les Açores. Et moi, je me suis dit, oh, ça devrait le faire quand même. Et ben non, faut mieux faire comme c'est marqué dans les instructions nautiques, mais c'est moins rigolo. Donc c'est là que je me suis lancé sur un petit projet que j'avais dit, oh, ça va le faire en 40 jours, je vais pouvoir faire ça, et j'ai mis beaucoup plus de temps. Donc j'ai passé le poteau noir aussi une deuxième fois, mais là ça a été un peu plus dur. Hein. Donc je me suis pris à un moment une grosse tornade, enfin une trompe comme on voit dans les westerns. Quand on passe en bateau là-dessous, c'est pas super confort. C'est vraiment là, c'est un truc assez cauchemardesque. Donc j'ai cru que le bateau allait exploser, donc j'ai dit bon, c'est la fin des raisons, mon petit bateau. Donc la Terre continuera à tourner, c'est pas très grave non plus. Mais à un moment j'ai cru que c'était la fin. Et puis finalement ça s'est arrêté d'un coup parce que la tornade est passée, puis après j'ai continué la route. Donc là il y avait une vidéo avec une mouette aussi, mais je sais pas, voilà. Moi, j'ai un problème avec les oiseaux depuis tout petit, c'est qu'ils viennent se poser sur la tête. C'est pour dire que je dois être super effrayant comme mec. C'était ma copine. Ah, puis ça vous donne une idée de voilà, comment c'est à bord. Voilà. Donc il y a vu un connard sur la mer. Je pense qu'on est bon. Là. Voilà. Donc, alors là, c'est que j'avais prévu 40 jours et j'ai mis 63 jours. Alors, même si on n'est pas bon en maths, on voit qu'il y a un problème de vivre et d'eau. Donc, il a fallu se rationner sévère pour arriver jusqu'au bout. Donc, régime. Hein, donc, pour la ligne, nickel. donc, arrivé aux Açores, au bout de 63 jours, là, donc c'était un peu long. On va dire, ça n'a pas été les 77 jours entre la Nouvelle-Calédonie et la Réunion. Je m'étais préparé mentalement, donc ça ne m'a pas posé de problème. Parce que là, j'étais un petit peu obligé de tirer et puis de sortir encore une fois de ma zone de confort. Donc ça a été une navigation un peu dure. Mais plus c'est dur, mieux c'est. Une fois arrivé, là, on oublie toutes les petites galères et on est super content d'être arrivé. Et par contre, un truc, quand vous en soivez après 63 jours et que vous n'avez pas mangé depuis une semaine, il faut éviter. Donc après les Açores, chaque navigateur, chaque bateau qui passe dessine son logo sur le quai. Et donc moi je trouve ça super mouvant, j'adore ce genre de choses. Donc j'ai fait, à un moment l'île de São Miguel qui était mieux orientée pour y arriver, mais j'ai quand même bien insisté pour arriver à l'île de Fayal où c'est une tradition depuis le temps des baleiniers. Donc j'avais déjà été plusieurs fois aux Açores et donc chaque fois je fais mon petit logo et c'est super. Donc là, retour à la maison, finalement, on est presque juste à côté, les Açores c'est pas très loin. Donc retour à la maison, donc le but c'était d'arriver à Saint-Brieuc, tranquillou, et arrivé au large de Trévermain, il y a un copain qui m'appelle, il dit viens manger à la maison, on va faire une petite fête entre copains, très sympathique. Et je dis bon ouais tiens, pourquoi pas. Et finalement, je me suis un petit peu fait prendre, je sais pas, il y a dû y avoir des fuites ou quelque chose, c'est qu'il y a eu plein de journalistes qui sont arrivés là, alors que je sais pas vraiment d'attache à Trévermain, mais c'était un petit peu l'arrivée un petit peu officielle si on veut, donc je me suis fait un peu surprendre par la médiatisation. Il y avait plein de monde, donc tout le monde voulait voir qui c'est cet Ulu Burly avec son petit bateau, donc là je me suis fait un peu, c'est là que j'ai commencé que le retour allait être un peu difficile à vrai dire.
Voilà, voilà. Et après, pour un petit stop à Tréverdun, je suis arrivé ici à Saint-Brieuc. Donc Saint-Brieuc, là où on fait les meilleures galettes de saucisses de Bretagne, donc du monde, ça personne ne pourra dire le contraire ce soir, je pense. Et donc là aussi, pareil, un accueil assez chaleureux. Alors ça a changé évidemment du mon départ du scroll et même jusqu'à mon départ en général où évidemment c'était dans la plus grande discrétion possible. Donc là, il y a un petit retour au pays qui était très sympa. En plus, j'ai choisi un temps merveilleux, un beau ciel bleu et du soleil, donc voilà, c'était un bon séjour. Voilà. Donc c'était un moment assez étrange pour moi, parce que il y avait un bac en plus tout était organisé par la mairie de Saint-Brieuc, et vraiment là, j'étais vraiment un petit peu ému, on va dire. Voilà, voilà. Donc arrivé à Saint-Brieuc, et fin du tour du monde. Donc voilà, c'était un voyage un peu un voyage merveilleux, là, qui dans mon souvenir c'est comme un rêve, donc je ne sais pas si ça a été la réalité ou pas, donc voilà, c'est un petit peu, c'était voilà, un voyage merveilleux, s'il faut le résumer. Voilà, voilà.